quelques minutes, on va commencer un exercice qui est réalisé tous les ans depuis le lancement, je crois, des Journées humaines culturelles. C'est la présentation plus ou moins formelle des mémoires d'étudiants qui viennent de sortir de la formation continue ou initiale. Et là, donc, initialement, on avait fait 2 salles différentes avec une personne devant voilà. Bon, finalement, vu qu'on n'est pas très nombreux, on a tout regroupé, donc désolé pour le retard, parce que du coup, on est en train d'adapter le format. Donc, il faut être très indulgent avec les 4 personnes qui sont devant vous, parce que déjà, le format n'était pas très bien aussi. Ensuite, du coup, ça va être une heure pour parler de vos mémoires. Alors, vous êtes 4, et en plus, ce ne sont pas des mémoires qui ont forcément bien les uns avec les autres. Et qui sont tous passionnants. Qui sont tous passionnants. Et en plus, vous êtes préparés par 2 et pas à 4. Donc là, c'est un peu de l'improvisation. Donc, le but, c'est quand même, même si on n'a qu'une heure, c'est de poser des questions. Voilà, faut pas hésiter. Enfin, je parle pour vous, mais voilà. Oui, on laisse du temps pour les questions, voilà. C'est ça l'idée. Que ce soit au fil de l'eau ou à la fin, je sais pas comment vous voulez, mais s'il y en a un qui n'a pas parlé, enfin, peut-être peut parler. Et à 18h30, on va s'arrêter parce qu'il y a un pot qui ne peut durer que jusqu'à 19h, parce qu'on doit libérer la maison à 19h. Donc c'est express. Donc si vous voulez qu'on puisse boire un verre, il faut qu'on s'arrête à 18h30. Voilà. Donc à vous et merci d'avoir accepté de participer. Alors, voilà, on met les on sait. Voilà, ouais, chacun son camp. On commence par se présenter, peut-être. Voilà. Allez-y. Alors, donc nos formations continuent. Donc Marie-Pierre Robert. Je suis enseignante en communication, pour ceux qui étaient déjà à la présentation précédente, je me suis déjà présentée et j'ai fait un doctorat il y a très longtemps en histoire des médias. Et puis j'ai commencé, je suis toujours dans une carrière d'enseignante et de responsable de filière communication. Et je suis aussi ayant droit d'artiste. Et c'est à ce titre que je me suis inscrite à la formation continue afin de professionnaliser mon parcours, enfin professionnaliser mon approche de la gestion de ma succession, et vous allez voir ça aussi un petit rapport avec mon sujet de mémoire. Voilà, et donc j'ai terminé le master MOC, enfin on le termine là actuellement en attendant dans 15 jours d'être couronné. Carrément couronné, aurons-nous des couronnes, je ne sais pas. Bonsoir, moi je m'appelle Anne-Laure Tondu, je suis comédienne. J'ai une formation, je fais essentiellement du théâtre et surtout dans le théâtre public. J'ai été formée à l'école du Théâtre National de Strasbourg et après, je fais ma carrière essentiellement dans ce secteur-là. Pas uniquement, mais c'est quand même le principal. Et je me suis inscrite au master de management des organisations culturelles de Dauphine dans l'optique de peut-être un jour diriger un théâtre, et en me disant que ce serait bien d'avoir quelques notions de management, enfin des notions plus techniques si un jour j'étais amenée à diriger une maison. Et c'est aussi mon parcours qui m'a amenée au choix de mon sujet. On dira les sujets après peut-être. Voilà. Bonsoir, je suis Alice Bruno. Moi j'ai fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre et après un master en muséologie et en médiation culturelle. Et l'année dernière j'étais dans le MOC avec Tom et je parlerai de mon sujet ensuite. Donc pareil, en formation initiale et plutôt orientée cinéma, et donc c'est pour ça que je voulais avoir aussi en complément une formation de management, et donc c'était un peu un objectif de faire le M2 de Dauphine. Donc voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur les sujets. Oui. Donc, on recommence Non, mais sinon, faisons le sujet. Ok, d'accord, on rebondit. Donc mon sujet, c'est sur la première partie au cinéma, et j'ai fait dialoguer ça avec tout ce qui est marketing expérientiel. Je me suis intéressé à ce moment parce que c'était un moment où historiquement il a grandement évolué dans l'histoire du cinéma. À l'origine, c'était un moment très riche, à tel point que les spectateurs venaient pour la séance de cinéma et pas spécialement pour le film. Et donc la première partie était très garnie, il y avait des courts-métrages, des actualités, et en fait il n'y avait pas forcément de vrais films, c'était presque
moyen métrage à la suite, il y avait des concerts. Et tout ça a évolué et plein de technologies sont arrivées, notamment la télé qui a enlevé pas mal de choses de ce moment. Et ce qui m'intéressait, ce qui me questionnait, c'était de me dire pourquoi ça n'avait pas évolué dans ces 20-30 dernières années, pourquoi il y avait cette stagnation et voir un peu ce qu'il pourrait y avoir de nouveau, comment le public percevait ce moment et quelle était la valeur ajoutée finalement de ce moment de nos jours. Moi j'ai un sujet complètement différent, j'ai travaillé sur les métiers d'art et sur l'image que les jeunes, donc les jeunes je l'ai entendu de 3 ans jusqu'à 18 ans, donc le moment où ils vont à l'école, au collège et au lycée, quelle image ces jeunes ont des métiers d'art et comment les politiques publiques et l'État peuvent contribuer à infléchir cette image et notamment à revaloriser les métiers d'art. Je me suis intéressée à ce sujet notamment car il y a eu la stratégie nationale en faveur des métiers d'art, je ne sais pas si ça vous parle un peu, qui est un grand plan et qui est la première politique publique consacrée entièrement aux métiers d'art qui a été mise en place en mai 2023. Et le premier axe de cette stratégie, donc qui est en 5 axes, est dédié à la jeunesse. Et je me suis dit pourquoi un axe entier dédié à la jeunesse? Est-ce que c'était déjà un sujet auquel on s'intéressait auparavant? Est-ce que c'est nouveau? Et j'ai essayé de produire à mon échelle une évaluation de ce premier axe de cette politique publique. Moi, mon mémoire est sobrement intitulé « L'art de l'équilibre, les théâtres subventionnés face au nouveau management public ». En fait, moi, ce qui m'a intéressée dans ce mémoire, c'était d'interroger les tensions qui pouvaient exister entre l'art et le management. C'est une problématique qui a été largement documentée, sauf que ce qui m'a intéressée, c'était de la replacer dans le contexte actuel que connaît le secteur public, et notamment le secteur du théâtre public, de crise de recrutement et de crise des vocations. Et je trouvais que interroger cette notion de crise des vocations dans le contexte les conflits entre art et management, c'était intéressant. Et ça m'a aussi amené à interroger la notion de sens au travail. Parce que ce que révèle finalement cette crise des vocations, c'est que les métiers de la culture ne feraient plus suffisamment sens pour que les gens aient envie de s'y engager ou du moins de rester. Et qu'est-ce qui provoquait cette perte de sens au travail dans les métiers de la culture et très spécifiquement dans les théâtres publics? Et pour ma part, j'ai travaillé sur les artistes oubliés et qui reviennent sur le devant de la scène. Donc je me suis concentrée sur les artistes plasticiens à cause de mon parcours personnel. Mais l'idée, c'était de s'intéresser au retour de valeur, c'est-à-dire la façon dont les artistes qui ont eu une notoriété, qui ont ensuite disparu de la scène artistique, souvent après leur mort, et ce qui déclenchait en fait le retour de visibilité, le retour de valeur après quelques années d'oubli. Et dans l'idée aussi un peu prétentieuse d'essayer de modéliser une mécanique du retour sur le devant de la scène, qui était le sujet, c'est un des sujets qui me préoccupe personnellement du coup. Et j'ai bien aimé ce jeu entre on pourrait dire une approche qui peut être globale, puisque je me suis intéressée à d'autres artistes que l'artiste qui me préoccupe, et en même temps pour finalement y revenir, puisque ce mémoire m'a vraiment beaucoup servi à réenvisager ma propre stratégie par rapport à ma situation. Donc j'ai bien aimé l'obligation de prendre du recul, et finalement du recul qui m'aide moi à mieux penser ce que j'ai à faire après le MOC, ce qui était un peu l'idée de départ. Là, vous faites les questions que vous aviez prévues les uns avec les autres. Alors peut-être que moi, je rebondis sur les questions qu'on avait préparées. Donc, comment vous avez construit, comment s'est construit la problématique? C'est un processus qui est compliqué, parce qu'on a des sujets qui nous intéressent, des sujets de préoccupation. Comment on part d'un sujet de préoccupation à l'aboutissement d'une problématique? Comment on arrive à la mettre au jour? Déjà, donc moi, mon
l'idée de départ, c'était vraiment de me concentrer sur le premier axe, jeunesse. Donc, le vrai terme, c'est valoriser les métiers d'art auprès de la jeunesse, donc de la stratégie nationale des métiers d'art. Je me suis d'abord posé la question, est-ce que je l'étendais aussi au second axe, qui est celui de la transmission et de la formation. Mais c'était encore un autre sujet, et j'ai appris que c'était vraiment aussi un sujet très important et très complexe, donc je l'ai laissé de côté pour vraiment me concentrer sur cet axe. J'ai regardé la stratégie, qui était impliqué, donc les acteurs. J'ai ensuite fait une revue de littérature pour voir si on avait écrit sur ce vaste sujet que sont les métiers d'art. Dans leur globalité, il y a très peu de personnes qui ont écrit sur les métiers d'art. Il y a Anne Jourdain, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle est enseignante à Dauphine, qui a fait sa thèse, qui s'appelle « Du cœur à l'ouvrage », mais qui date de 2014. Donc on est en 2024, c'est déjà assez daté. Sinon, il fallait faire des recherches spécifiques en fonction de chaque métier d'art. Il y en a 198, donc c'est un petit peu... c'est un champ très vaste, et la définition est assez nébuleuse et elle tend à être circonscrite, mais elle reste encore assez complexe à appréhender. Donc, une fois que je me suis aperçue qu'il y avait finalement peu d'ouvrages sur ce sujet, j'ai décidé de me tourner vers les personnes qui sont intervenues dans cette stratégie et d'aller à leur rencontre. Donc, j'ai réalisé 22 entretiens. Et ce qui est ressorti donc, de ces 22 entretiens, c'est que les jeunes n'ont pas d'image des métiers d'art. Ils ne les connaissent pas, que peu à peu, ces métiers qui étaient connus parce qu'il y avait une transmission filiale, donc de père en fils, ont été progressivement mis à la marge au banc de la société, dévalués, dévalorisés, parce que les métiers d'art, c'était donc les métiers manuels, c'était les personnes qui étaient... qui se tournaient vers des bacs pro par exemple, des CAP, et c'était aux yeux de la société, ce sont des métiers, des formations qui sont moins prestigieuses que le bac professionnel, le bac général, qui est peu à peu devenu la norme. Donc ces personnes m'ont parlé de cette image que les jeunes n'ont plus, et c'est de là d'où est partie ma problématique. Sur la construction de la problématique, donc c'est comme tu disais, c'était assez difficile au début de partir de son sujet de cœur un peu et trouver la notion théorique qui allait être en lien avec ça. Finalement, en fait, c'est en lisant pas mal de livres à la bibliothèque où je me suis rapproché de la notion de marketing, puis de marketing expérientiel, parce que je cherchais toutes les notions qui étaient en lien avec l'immersion, comment le public se plonge dans l'œuvre qu'il est venu voir. Et donc c'était les notions qui étaient le plus en lien avec ça. Et après, même méthodologie, partir sur une revue de littérature et fouiller au début très général jusqu'au plus précis, et ce qui se rapprochait le plus possible de ma notion, les revues académiques et les écrits académiques. Et après, j'ai utilisé donc tout ça, j'ai fait une méthodologie un peu bizarre et que j'avais déjà fait, qui n'est peut-être pas la bonne, mais pour mon M1, mais c'est-à-dire d'avoir une problématique un peu, brouillonne au début, où je sais qu'elle va me permettre de réfléchir, et en fait c'est presque au moment de la conclusion où je me dis j'ai pu répondre véritablement à telle ou telle question, et c'est ça en fait la problématique de mon mémoire, et toute la recherche que j'ai faite, les études que j'ai menées s'orientent vers cette problématique-là. La limite de ça, c'est qu'il y a certains moments où forcément j'ai fait des recherches qui étaient peut-être un petit peu trop à côté du sujet, ou du moins en lien, mais en fait c'était assez difficile de dissocier ce qui m'intéressait et des notions académiques. Donc de relier tout ça, c'était pas un exercice facile, mais je trouve que justement c'est intéressant parce que ça donne un cadre de réflexion, et finalement cette dernière, elle va être beaucoup plus construite, et ça permet de hiérarchiser les idées. Moi, j'ai eu un peu de difficulté à sortir une problématique de ce sujet que je trouvais très intéressant. Le sujet de la crise des vocations, il est énormément traité dans plein d'articles. Il y a beaucoup de colloques qui sont faits autour de ce sujet. Là, dans ces dernières années, ces derniers mois, c'est vraiment quelque chose qui est très actuel. Je dirais que c'est en discutant beaucoup avec mon directeur de mémoire, Benoît Gérard, qui lui est à Dauphine, mais qui est pas du tout, dont la spécialité n'est pas du tout la culture. Et c'était très intéressant parce que moi qui suis pas du tout
j'ai fait un peu des études, mais il y a longtemps, je n'ai pas de bagage très académique. Nos échanges ont été très fructueux parce qu'on venait chacun de pôles très éloignés, je dirais. Lui, de la recherche en gestion, en pilotage de la performance, enfin des notions qui m'étaient totalement étrangères avant de rentrer dans ce master à Dauphine. Et c'est vraiment au cours de nos discussions aussi que cette problématique-là s'est forgée. Et donc, moi, finalement, c'était d'essayer en étudiant ça, de voir comment le management, l'introduction du management dans les théâtres subventionnés pouvait faire naître de nouvelles manières de penser l'action collective. Et que ça pouvait être... alors, je ne prétends pas du tout révolutionner quoi que ce soit, mais que ce mémoire s'envisage davantage comme une espèce d'état des lieux pour lancer des pistes, pour penser au final un management indigène, entre guillemets, qui serait propre à ces structures que sont les théâtres publics, qui est quelque chose qui n'est pas tellement pensé, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que voilà, les théâtres, enfin, il y a des gens qui font des choses ponctuellement un peu dans leur coin, de façon un peu isolée, et que peut-être il serait intéressant, mais enfin voilà, ça c'est un peu début de conclusion, d'essayer de faire école et de trouver une manière de penser un management global, enfin spécifique à ces structures. Voilà. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de méandres dans la constitution de ma problématique. J'étais partie au départ en essayant de chercher peut-être à m'interroger sur une structure de valorisation en tant qu'ayant droit, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme structure pour valoriser une succession. Donc je suis partie sur ce thème-là. C'est pour ça que moi aussi j'ai été... on m'a rapproché de Sonia Adam-Lenunois, qui n'est pas du tout dans le domaine artistique, qui est sur l'innovation entrepreneuriale. Donc voilà, mais on s'est bien trouvé parce que finalement, elle aussi, elle m'a accueillie avec un regard complètement, avec l'envie de découvrir aussi peut-être cette partie-là sur les plasticiens qui l'intéressait. Et tout de suite, moi ce qui était important, c'est qu'elle m'a tout de suite dit, faut arrêter avec votre père, quoi. Vous allez vous mettre dans des trucs émotionnels terribles, faut sortir de là. Donc elle m'a pris par les épaules et je me suis laissée faire et j'ai bien fait. Et du coup, elle m'a dit, faut trouver, faut prendre de la distance, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut prendre de la distance avec votre sujet. Donc on est parti sur la valorisation de l'artiste et la valorisation de l'œuvre. Et puis valorisation, j'ai commencé à chercher, je trouvais rien, il n'y arrivait rien qui tiltait. Et après on a commencé à parler boîte noire, c'est-à-dire comment on valorise, quels sont les mécanismes qui se mettent en jeu pour valoriser une œuvre. Et puis de valorisation, j'ai glissé à valeur. Et là, tout s'est éclairé. Voilà. Tout d'un coup, la valeur, là, c'était très intéressant. Je précise bien valeur de l'artiste et non pas valeur de l'œuvre. C'est-à-dire que je voulais sortir complètement de la question du marché de l'art, sur lequel j'avais, pour le coup, pas de compétences et qui n'est pas une dimension du MOC, mais plutôt les pratiques de mise en valeur ou de remise en valeur qui me semblaient pas mal en termes de management pour pouvoir envisager un management de la culture sur ce point de vue-là. Moi je suis partie sur ce terrain-là, pensant trouver quand même beaucoup de choses sur les artistes en retour de grâce. Et puis il n'y avait rien, vraiment pas grand-chose. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une étude sur Van Gogh, qui était très intéressante parce que c'est une grande sociologue de la valeur artistique qui a écrit ça et qui m'a servi un petit peu de guide, mais sur les dernières années, sur les choses un peu plus contemporaines, il n'y a rien en fait. On parle beaucoup de carrières d'artistes, il y a énormément de travaux sur les carrières d'artistes, mais il y a très peu de travaux sur le retour après cette période d'oubli. Donc je voulais interroger l'oubli, modéliser l'oubli, est-ce qu'il y avait des différents strates d'oubli, et j'ai trouvé une période de non-oubli sur laquelle je me suis accrochée, c'est-à-dire une espèce de limbe entre la disparition totale et la postérité. Donc, et c'était comment
ressortir du non-oubli pour arriver à la postérité. C'est un cheminement audacieux. Et puis voilà. Et puis je me suis focalisée aussi sur du coup les artistes plasticiens, parce que l'artiste, voilà, ça m'a pris déjà beaucoup de temps pour définir ce qu'est l'artiste, et ça m'intéressait d'avoir discuté avec Alice parce qu'elle était sur les artisans d'art, et de voir déjà comment on pouvait faire, où se situait la différence entre les deux, et puis de quoi était composée la valeur d'un artiste. Et ça, c'est pour le tour d'après. Oui, alors peut-être qu'on peut, je ne sais pas, passer à la méthodologie. Ouais. On sait. Nous, on s'était posé là-dessus un peu, de savoir comment vous avez récolté vos données et comment vous avez construit ce moment de recherche. Tu peux envoyer. Ok, je vais peut-être prendre un peu. Tom, comment as-tu... Donc, en fait, moi, ce qui était important, c'était d'avoir le point de vue des différentes parties prenantes de ce moment, c'est-à-dire donc les exploitants de salles, les distributeurs, le public et les régies publicitaires. Donc l'objectif, c'était de rencontrer ces 4 parties-là. Ma première frustration, c'est que j'ai pas pu rencontrer de régie publicitaire, donc j'ai pas leur point de vue à eux. Mais pour le reste, après, pour le public, c'est passé par tout d'abord un sondage diffusé. J'ai eu à peu près 400-500 réponses et de tranches d'âge assez variées. Finalement, le seul endroit où je pêchais, c'était chez les très jeunes, moins de 18. Mais j'ai été assez surpris aussi d'avoir pas mal de plus de 60 ans, donc sur ça, c'était assez riche. La deuxième strate, donc les exploitants et les distributeurs, je suis énormément passé par des entretiens. Et ensuite, j'ai en plus pu rencontrer des distributeurs et distributrices de courts-métrages, qui est aussi c'était assez important pour moi de les rencontrer, parce que c'est un moment où eux, ils peuvent avoir une fenêtre de diffusion pour un art qui était à l'origine présent dans les salles de cinéma de manière tout à fait normale, et aujourd'hui c'est complètement exceptionnel qu'il y ait un court-métrage en salle. Et la dernière méthode de recherche, ça a été sur le terrain directement, parce que quoi de plus simple que d'aller assister à des premières parties pour les analyser. En plus, c'était super parce que j'analysais, puis après je regardais un film, donc j'étais récompensé de mon travail. Et donc là, pour le coup, c'était assez intense parce que ça sous-entendait de compter le nombre de spectateurs avec leur heure d'arrivée. Donc j'arrivais à peu près 15 minutes avant le début de la séance, soit 30-35 minutes avant le début du film. Et j'étais avec mon tableau Excel à noter leur heure d'arrivée, et en même temps, je prenais note de ce qui se passait à l'écran. Donc sur des séances où il y a 20-30 personnes, ça va, mais les plus gros, je crois qu'il y avait 350 personnes, et c'était assez intense. Et c'est pareil, très frustrant d'aller à des séances où il y a 2 personnes, donc finalement je me suis déplacé pour pas grand chose et je peux pas compter ces derniers, mais c'est toujours assez intéressant. Et après, la limite de cette étude terrain, c'est que pour le coup elle était concentrée uniquement en Île-de-France. J'ai fait 1 ou 2 fois à Chartres dans le cadre de mon stage, mais ça reste du coup très biaisé parisien et périphérique. Mais voilà pour ma méthode, ma collecte de données à peu près. T'es allé toujours dans le même cinéma ou est-ce que t'as essayé de cartographier l'île de France ? Non, j'ai essayé de varier, j'ai fait donc des cinémas de circuit, pareil des films, faire des films variés, donc des films pour enfants, des films d'horreur, des films grand public, et après les horaires aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup très tôt et tard, l'après-midi, donc en fonction de le week-end en semaine, mercredi de jour de sortie, ou alors 4 semaines après la sortie du film, voir si tout ça avait un impact. Donc c'était assez intéressant. Et avec du recul, je me dis j'aurais peut-être dû me concentrer uniquement sur ça parce que c'était déjà pas mal. Et tu ne posais pas de questions aux gens pendant ? Non, en fait, je m'étais posé la question de le faire, d'être vraiment limite à l'entrée en salle. Et finalement, je me suis plus dit que j'allais analyser leur comportement et leurs réactions. Donc j'ai pu récupérer pas mal de verbatim sur leurs réactions, sur ce qui se passait à l'écran. Pareil sur leur... en fait, c'est bête, mais j'y avais même pas pensé, le fait qu'ils rentrent en salle, ils posent leurs affaires et ils ressortent pour aller acheter des confiseries, aller aux toilettes ou tout ce genre de choses. Et donc, tous ces comportements font que les personnes...
les régies publicitaires vendaient certaines choses et en disant qu'il y avait... Eux, en fait, pardon, je reprends, ils disent que chaque billet vendu est un spectateur qui assiste à la première partie, quelle que soit son heure d'arrivée, même s'il arrive en retard. C'est un postulat qui est tout à fait questionnable, mais voilà, ça leur permet de vendre plus cher leur espace. Bien que les salles sont tout à fait au courant de ça, et à l'inverse, ça, les spectateurs pensaient, à la surprise générale, que les spectateurs arrivaient un peu dans les dernières minutes, et je pense que c'est un des résultats les plus intéressants de mon mémoire, c'était le fait que les gens arrivaient à 55% avant même le début de la première partie. Donc finalement, j'étais pas seul en salle quand j'arrivais en avance, des fois il y avait même des gens avant moi. Et pareil, là, on pourrait penser caricaturalement que ce serait des personnes plutôt âgées, mais pas du tout, ça pouvait être des jeunes en bande, une famille. C'était typiquement le cas sur des films pour enfants où ils arrivent, ils posent leurs affaires et ils repartent acheter des confiseries, etc. Puis ils reviennent et la première partie n'a toujours pas débuté. Donc finalement, c'était vraiment le moment le plus riche de ma collecte de données. Mais c'était difficile de aussi pas aller à la rencontre des professionnels parce que c'était important d'avoir eux leur perception par rapport à ce moment-là, comment ils le programmaient, comment ils vendaient ce moment-là et comment ils aussi programmaient l'immersion cinéma. Certaines salles avec de la musique, d'autres avec des cartons fixes, certains avec des courts-métrages, d'autres pas, et la place de la question financière aussi dans ce moment-là. Voilà. J'enchaîne. Moi j'ai une démarche entièrement qualitative qui est vraiment basée sur mes entretiens. Dans un premier temps, je suis allée à la rencontre des artisans et artisanes. Je voulais voir des jeunes, des personnes un peu plus âgées, donc en fin de carrière, essayer de comprendre pourquoi ils avaient choisi ce métier, aussi des personnes en reconversion professionnelle. Par exemple, un jeune horloger qui a fait 2 ans de classe préparatoire et qui a tout plaqué du jour au lendemain pour devenir horloger. Une personne dont le père est orfèvre et elle s'était orientée vers la direction artistique et un jour elle lui a dit « apprends-moi le métier d'orfèvre ». Donc je vais essayer de comprendre pourquoi, comment on venait au métier d'art, est-ce que c'était forcément des gens qui avaient une connaissance de ces métiers ou est-ce que c'était, ils les avaient découverts d'une autre façon. Et aussi parce que les métiers d'art c'est vraiment un univers particulier et donc pour bien comprendre toutes les spécificités de ces métiers. Ensuite, comme je traite de la jeunesse, je me suis tournée aussi vers les professionnels de l'éducation, les professeurs, les directeurs de formation, donc eux partout en France, donc j'en ai vu 2. Aussi une personne de l'ONICEF, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est eux qui font les guides de formation pour s'orienter vers les métiers d'art, de comment par exemple on représente les femmes et les hommes par rapport à certains métiers qui sont majoritairement masculins et d'autres très féminins comme la bijouterie. Donc toutes ces images qu'on va ensuite donner aux jeunes, aux adolescents et auxquels ils vont pouvoir s'identifier. J'étais voir des associations comme De l'or dans les mains qui a été fondée par Gabrielle Légeret qui a été nommée responsable de l'axe jeunesse du gouvernement. Des musées aussi comme le musée des arts décoratifs qui coordonne des programmes comme à la découverte des métiers d'art. Et aussi le privé, le comité Colbert, donc, qui regroupe tous les acteurs, une grande partie en tout cas des acteurs du luxe, la fondation Hermès, qui met en place le programme Manufacto, qui est un programme qui permet à des enfants qui sont, il me semble, en primaire et au collège, de pouvoir vraiment fabriquer un objet avec un artisan, mais vraiment, l'objet est beau à la fin, et donc ils font les vrais gestes. Donc ça c'est souvent revenu aussi de s'initier avec des vrais gestes pour voir quel est le vrai métier de l'artisan. Il y avait 22 entretiens, donc j'avoue qu'il y en a beaucoup et je n'arrive plus trop à me souvenir exactement de qui j'ai vu. Oui, par exemple le Mobilier National qui a mis en place le Petit Mob, le JAD, donc le Jardin des métiers d'art, l'Institut pour les savoir-faire français, qui est l'association sous tutelle du ministère de la Culture, de l'Économie et de l'Éducation nationale, qui elle va mettre en place ces programmes normalement à échelle nationale. Et donc ensuite pour analyser, je suis partie de tout ce qu'il m'avait raconté et j'ai essayé de formaliser ça dans un plan. Je sais pas si c'est un peu à 18h de vous raconter le plan de mon mémoire, mais je vais peut-être passer la parole, on y reviendra après. Moi j'ai également procédé par une approche qualitative parce que dans le cadre de ce mémoire je pense que c'était ce qui était le plus pertinent. Et donc je me suis entretenue avec 15 personnes, essentiellement des directeurs, directrices de théâtre. J'ai choisi de prendre des directeurs et des directrices parce qu'ils ont une vision plutôt globale et générale et stratégique de leur structure.
et aussi permettre d'interroger voilà, la tension qui peut exister au sein du... Ce que Eve Chiapello, dans son ouvrage Artiste versus Manager, qui a été un peu ma bible dans la rédaction de ce mémoire, ce qu'elle appelle le binôme de direction, c'est-à-dire qu'à la tête des entreprises culturelles innovantes, Chiapello dit qu'il faut qu'il y ait un binôme de direction qui puisse à la fois représenter l'art et la gestion. Et parfois, il y a deux personnes qui représentent chacun de ces pôles, et puis parfois, dans le cadre notamment des artistes qui dirigent des théâtres, eh bien, c'est eux qui représentent les deux, voilà, qui sont eux-mêmes le binôme de direction. Voilà, donc j'ai cherché à avoir une grande représentativité dans les structures en termes de taille, mais voilà, de taille, de budget, etc. Il y a des structures qui étaient en région, d'autres en Île-de-France, dans tout type de cadre, et je suis allée des CDN, théâtres nationaux, scènes nationales, scènes conventionnées, compagnies conventionnées. Oui, j'ai aussi interrogé des directeurs, directrices de compagnies conventionnées. Voilà, leur trait commun, c'est que c'est tous des théâtres publics, donc ils reçoivent de l'argent public. Et j'ai aussi interrogé une partie prenante extérieure. C'est un monsieur qui a eu une longue carrière dans le milieu de la culture et du théâtre et qui a fini au ministère de la Culture inspecteur à la DGCA, donc qui avait aussi une vision assez globale des structures et puis de l'évolution aussi de toutes ces dernières années. Ça m'intéressait aussi d'avoir un peu un point de vue historique, parce ça fait longtemps qu'il était dans le métier. Il a pu aussi me faire part des évolutions qu'il avait constatées, lui, voilà, au cours de ces dernières années. Et donc ça m'a fait à peu près 17 heures d'interview. C'était assez conséquent. Voilà. La gestion du temps, peut-être qu'on pourra y revenir aussi à la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être en train de penser à leur mémoire. C'est quelque chose d'intéressant. Moi, c'est pareil. Enfin, voilà, pour ma part, j'ai d'abord travaillé sur les termes. Donc, je passe rapidement. Donc, qu'est-ce qu'un artiste? Voilà, il y a un travail sur la terminologie, sur les définitions, avec toutes les facettes qu'un artiste pouvait revêtir. Et puis, plus centrale, la question de la valeur. Donc, je suis partie assez au départ un peu sur le binôme, enfin le duo qu'on voit tout le temps, valeur artistique, valeur marchande. J'ai travaillé avec ça, et puis un peu, par des lectures et tout, je me suis dit, allez, je rajoute comme ça, valeur sociale. Moi, j'aime bien les trucs où il y a 3 trucs. Je me suis dit, allez, j'en ai 3, c'est bon, j'y vais. Et donc, valeur symbolique un peu de l'artiste, je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis dit, allez, c'est un peu la tendance, je vais essayer de l'explorer. Donc j'ai travaillé là-dessus, ça m'a pris en fait beaucoup de temps, et ça c'est vrai une question de savoir gérer le moment où on arrête les recherches en fait. Alors moi, personnellement, c'est le moment où j'ai ouvert le dictionnaire d'esthétique, je me suis dit, là je pense que tu vas trop loin, et il va falloir s'arrêter. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est pris par une lecture et une autre. Après, j'ai essayé de chercher comment on construisait la valeur. Donc notamment le travail sur les instances, qui sont plutôt des instances de développement de la carrière artistique, comme je le disais tout à l'heure, et pas de la postérité. Mais je me suis focalisée déjà sur eux, et je suis partie ensuite à leur rencontre, donc démarche qualitative aussi, enquête de terrain. Alors moi, je suis modestement avec 9 personnes. C'est déjà pas mal, surtout quand il faut effectivement tout décrypter et tout passer à la moulinette, c'est déjà assez long. Donc moi j'ai choisi plutôt la variété des profils, donc galeriste, conservateur, critique d'art et ayant droit. Donc c'était très drôle parce qu'à chaque fois que j'arrivais, tout le monde m'a dit, mais moi je pense que j'ai rien à vous dire sur le sujet. Les choses commençaient assez mal, mais ils ont été gentils, ils m'ont reçu. Et puis tout de suite, la première des réactions, ça a été, mais de toute façon, moi, l'argent, ça m'intéresse pas, la valeur marchande, ça m'intéresse pas. J'ai dit, ça tombe bien, parce que moi non plus. Donc on va peut-être pouvoir s'entendre. Et puis à la fin de l'entretien, quand même, la valeur marchande, c'était intéressant.
la valeur marchande revenait quand même par la porte de derrière, et quand même à la fin on me disait oui, enfin quand même le marché, il n'y a pas que ça de vrai, mais enfin voilà, c'est quand même très important. Bon, moi là c'est pareil, ma directrice de mémoire m'a demandé de faire un livret d'entretien, donc là aussi c'était très intéressant d'avoir à conceptualiser une démarche de livret d'entretien. Donc voilà, je vous recommande la Bible. Alors, il y avait Tietar et Miles et Huberman qui m'ont donné beaucoup mal au crâne, mais voilà, parce que je voulais aussi que la démarche soit quand même scientifique, pas juste une rencontre informelle, mais je voulais qu'il y ait un cadre scientifique. Et puis, voilà, je suis sortie de ces entretiens, après les avoir dépouillés, par me rendre compte que finalement, donc cette valeur marchande, elle est quand même, c'est un peu, voilà, c'est une ombre qui passe, mais qui est toujours présente. Et surtout, la bonne surprise, quelque part, c'est que la valeur sociale, la valeur symbolique, en fait, elle était hyper présente. Donc celle que je pensais être un peu la valeur cosmétique, en fait, dans le processus de rebond, hein, je parle bien, je ne parle pas dans le processus de carrière, mais dans le processus de rebond, il s'avère qu'elle est assez centrale, en tout cas, ça a été la conclusion pour la part de mon mémoire, et qu'il fallait, dans le rebond et dans une logique de rebond et d'art management, se concentrer sur ce facteur social, sociétal, symbolique, pour pouvoir ramener un artiste sur le devant de la scène. Et la dernière que j'ai trouvée intéressante, c'est que moi je suis arrivée pétrie de l'idée que, on allait me dire, c'est la valeur artistique, madame, évidemment, qui fait le retour d'un artiste. Et en fait, pas du tout. Cette question n'a jamais été mise, enfin, cette valeur n'a jamais été mise en avant, et notamment par finalement un mécanisme assez simple, c'est que s'il n'y a pas eu de valeur artistique avérée à un moment donné du vivant de l'artiste, finalement il n'y a pas de rebond possible. Donc le rebond, il n'est possible que s'il y a déjà eu une découverte, s'il y a déjà eu une fortune critique autour de l'artiste, et si en fait il n'a jamais été découvert de son vivant, il ne sera jamais découvert après sa mort. Et ça, c'était un élément qui était important. Donc en fait, la valeur artistique, elle est déjà là, et si elle n'est pas là, en gros, il n'y a pas de rebond possible. Voilà, ça pose d'autres questions, mais c'était très intéressant. Et c'était quoi les facteurs les plus importants pour permettre ce rebond, justement? Alors, ça dépendait comment dire, dans les facteurs sociétaux, symboliques. Oui, enfin... alors, il y a plusieurs... Si on prend la valeur marchande, qui est encore une fois une valeur pas si anodine que ça, la question... Alors, ça, c'était très intéressant, la question de la succession et de la façon dont la succession se passait, qui était quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience, qui fait que le rebond, en fait, pour avoir un rebond, il faut qu'il y ait une succession où ça se passe bien. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont une valeur artistique attestée, parfois en vente aux enchères, qui s'envolent très bien, et qui vont se retrouver finalement à stagner à un palier, parce que tout d'un coup, parce qu'il y a eu ce rebond de valeur, tout d'un coup, des ayants droit sortent du bois en disant « Ah oui, mais moi je veux ça, mais moi je suis pas d'accord avec… » Et donc, les choses s'arrêtent. Donc il faut qu'il y ait déjà… Voilà. La question, bien sûr, est-ce qu'il y a des faux? Est-ce qu'il y a… Bon, cette question-là, elle est importante. Ensuite, la fortune critique est très importante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la production universitaire sur l'artiste? Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on en fait un objet d'étude et un objet de réflexion? Donc ça, c'est aussi une dimension que je pensais être importante, mais qui est majeure. Et puis, le dernier élément, c'est l'ancrage sociétal symbolique, c'est-à-dire qu'il faut que cet artiste ait quelque chose à nous dire de l'époque actuelle, dont on n'avait pas forcément pris conscience au moment où il a fait son œuvre. Alors aujourd'hui, les femmes, c'est un levier bien entendu de redécouverte, le fait d'avoir été femme et de remontrer ce travail. Je pense notamment au couple Hartung et Eva Bergman, parce que j'ai travaillé sur 4 artistes pour essayer d'illustrer le propos. Voilà, Anna Eva Bergman, elle a été complètement occultée par son mari, qui était la star. C'était un couple d'artistes, et aujourd'hui, elle est en train d'être remise sur le devant de la scène. Alors, il y a une fondation, il y a beaucoup de travail aussi autour de ça.
Le peintre aussi de la, on pourrait dire aujourd'hui de la cause animalière, qui est Ayo, qui a peint dans les années 60. Alors il faisait du figuratif dans les années 60, à l'époque où il ne fallait pas faire de figuratif, et en plus il peignait des animaux dans des zoos, derrière des barreaux. Donc à l'époque, personne ne comprend son travail, et aujourd'hui, bim, cause animale, enfermement, enfin toutes ces questions-là aujourd'hui, et hop, il est remis sur le devant de la scène. Donc ça, c'était l'idée, trouver l'ancrage. En tout cas, c'était aussi la recommandation, puisqu'à la fin aussi on prend position à la fin du mémoire. Donc c'était la recommandation, c'est trouver, en gros, il faut trouver l'ancrage, il faut trouver la clé qui permette de reprendre le chemin, quoi. Combien de temps il reste si on... 27 minutes. Est-ce qu'on, je sais pas, évoque des difficultés ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on passe la parole à la juste peut-être des conclusions, parce que moi j'ai dit les conclusions, mais vous n'avez pas dit les vôtres. Les conclusions de votre... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est sorti de mémoire? Pour ma part, c'était point de vue public, en fait, il y avait quand même une vraie valeur sur ce moment. Le côté... En fait, il y avait un apport aussi bien que ce soit du côté logistique, c'est-à-dire permettre d'arriver à l'heure pour le film, trouver la bonne place pour les salles qui ne permettent pas de réserver le siège, ce genre de choses. D'un point de vue plus artistique ou du moins culturel, ça permettait parfois donc de découvrir de nouvelles œuvres pour tout ce qui était les salles qui diffusent des courts-métrages, et aussi une demande très forte de contenu relié à la culture. C'est ce qui ressortait énormément du sondage. C'était d'avoir des publicités, ça peut être n'importe quoi, par exemple Air France, mais qui fait un clip plus musical, et donc qui va être en lien avec la culture, qui a plus sa place au cinéma. Il y a les pubs de parfum aussi, donc au moment de mon étude, il y avait la pub réalisée par Scorsese avec Timothée Chalamet. Et, je suis pas fan de pub de parfum, et je suis pas fan de Scorsese ni de Timothée Chalamet, mais elle était très bien. C'est vrai que des pubs comme ça, où en fait tout de suite on dialogue avec le lieu dans lequel on est diffusé et l'art avec lequel on fait le lien, et ça permet de créer une pente douce petit à petit vers le film, et de créer un espèce de sas d'immersion. La salle la plus optimisée pour justement favoriser ce processus d'immersion, c'est une très belle salle premium à Paris, le Pâté Beaugrenelle. Ils ont carrément un couloir avec d'abord des premières images du film, des lumières, la salle est très noire, le son est très juste, pas simplement fort, mais juste. Et pareil, le choix des publicités chez Pathé est un petit peu plus aussi qualitatif par instant. Et en fait, c'était ça, juste de s'approcher petit à petit vers un contenu, si on peut appeler ça comme ça, le plus cinématographique possible. Donc on pourrait très bien débuter avec des publicités un petit peu plus classiques, même en avant-séance, avoir de la musique dans la salle, des musiques de films. Et ensuite, on se rapproche des bandes-annonces, de courts-métrages, et faire vraiment une gradation dans la qualité des contenus diffusés pour plonger peu à peu les spectateurs, spectatrices dans le moment. Et ensuite, du point de vue professionnel, c'était plus un apport, en fait, des interrogations qu'il y avait. Je sentais bien que quand je les interrogeais là-dessus, ils avaient la barrière financière. C'est-à-dire, par exemple, ils trouvaient ça très chouette de diffuser un court-métrage, mais la plupart, c'était mais dans quel intérêt financier? Les seuls qui étaient réceptifs un peu à cette idée-là, c'était soit des salles plus arts et essais, soit des distributeurs avec des films d'animation. Là, pour le coup, c'est les derniers qui, eux, sortent un film, et avant ça, ils placent un court-métrage juste avant. Donc c'est le cas de Pixar et Illumination. Pour eux, l'intérêt, c'est de tester des artistes, tester des technologies. À l'époque, Monstres et compagnie, en fait, il y avait toute une nouvelle technologie sur les poils. Il avait d'abord testé sur un court-métrage qui était sorti aussi en avant-séance. Et donc ça permet de faire des tests. Et moi, je crois beaucoup en ça pour le côté court-métrage. Et enfin, il y a une partie que je n'ai pas du tout abordée dans mon mémoire, et pour le coup, qui est pour moi très en lien avec l'avenir du cinéma, c'est le côté d'événementialiser les séances. Je pense là, par exemple, il y a un film d'horreur qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Smile 2, et donc c'est une suite, mais à l'origine de tout ça, c'est surtout un court-métrage fait par le réalisateur des deux.
Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant de diffuser le court-métrage originel avant le film qui en a découlé, et faire dialoguer tout ça, mais pas forcément pour des séances classiques, mais ça pourrait être un jour dans la semaine. Un cinéma organise toujours, je sais pas, sa séance du mardi à 20h, il y a un court-métrage, une intervention, ou alors là justement des publicités plus en lien. Donc voilà, c'était vraiment le côté d'immersion progressive qui a été, je trouve, le résultat le plus intéressant, en dehors de ce que je vous avais déjà dit avec les horaires d'arrivée des spectateurs et le fait que finalement le spectateur qui consciemment ou inconsciemment assistait à ce moment-là et était réceptif, parce que c'est un moment qui est assez qualitatif où on a moins son téléphone à portée de main même si on l'a, et on est vraiment face à l'écran, l'écran étant tellement grand que très vite on dialogue de ce qui se passe à l'écran plus que d'autre chose. Mes conclusions. Vous l'aurez compris, il y a une perte de connaissance des jeunes des métiers d'art, ils n'ont pas d'image de ces métiers, mais il y a vraiment une vraie importance de valoriser auprès d'eux ces métiers, notamment parce que les métiers d'art ont une valeur patrimoniale. S'il n'y a plus personne qui détient les savoir-faire, c'est des savoir-faire qui vont disparaître. Donc déjà l'importance de préserver notre patrimoine, parce que ce sont aussi eux qui sont les restaurateurs, restauratrices des œuvres dans les musées notamment. Donc si on n'a plus de savoir-faire, on ne peut plus entretenir notre patrimoine. Également la valeur économique, donc, je me suis noté le chiffre, c'est 68 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Et pour faire un parallèle, l'industrie pharmaceutique, c'est 62 milliards en 2022. Donc il y a vraiment le poids économique des métiers d'art qui est très important. Les métiers d'art sont ancrés dans les territoires, partout dans toute la France, également dans les territoires qui sont moins attractifs et dont les métiers d'art peuvent aider à redynamiser. On a également le soft power, à travers les métiers du luxe notamment, qui font aussi partie des métiers d'art, et en fait c'est la vitrine de la France. Et la valeur sociétale, parce que la plupart des métiers d'art les productions sont françaises, et ça apprend aussi aux personnes à mieux consommer, à consommer les produits des artisans et à comprendre pourquoi ces produits aussi coûtent aussi cher, le temps qui est passé derrière chaque produit. Donc ça c'était pourquoi intéresser les jeunes et pourquoi c'est vraiment primordial que les jeunes connaissent ces métiers. Ensuite, par rapport à la politique, moi j'étais peut-être un peu naïve, mais je pensais que l'État et les politiques du ministère de la Culture, elles lançaient quelque chose. Et on m'a dit non, les politiques publiques viennent juste combler un trou dans la raquette. Donc l'État a en fait cristallisé les efforts qui existaient déjà, mais ça a permis, donc j'imagine que c'est le rôle des politiques publiques, de mettre un coup de projecteur à ce moment-là sur ces métiers. Et de mettre aussi en place de nouvelles synergies, car les acteurs se sont rencontrés entre eux et ont pu développer des actions. Et comment agir justement pour faire mieux connaître ces métiers d'art auprès des jeunes. Donc il y a 3 champs d'action. Déjà les enfants, on va mettre l'âge jusqu'à 10-11 ans, enfin jusqu'à l'entrée au collège. C'est important pour les enfants de pouvoir pratiquer de leurs mains, de comprendre la satisfaction et le plaisir éprouvé quand on utilise ses mains pour fabriquer quelque chose. Ensuite, les adolescents, l'adolescence qui est un moment charnière, puisque c'est là que va avoir lieu les premiers choix d'orientation. Et donc comment parler aux adolescents en utilisant leurs codes, notamment ceux des réseaux sociaux, d'Instagram, également de TikTok, donc produire des vidéos qui leur parlent. Il y a aussi une application qui est en train d'être développée et qui là a vu le jour, qui s'appelle Bakila, qui se veut être le réseau social des savoir-faire. Donc à suivre pour voir si ça prend. Mais voilà, essayer de en tout cas correspondre aux codes des adolescents et sans leur montrer une vision idéalisée du monde des métiers d'art, leur montrer que c'est des voies aussi possibles et qui recrutent parce que on a besoin en fait de ces personnes-là, d'artisans et d'artisanes. Et ensuite, enfin, agir sur les adultes pour faire évoluer l'opinion publique à propos des métiers d'art. Donc là, il y a plein de dispositifs qui sont mis en place, par exemple des podcasts, ou également de la communication visuelle, télévisuelle. Par exemple, vous avez peut-être tous regardé la cérémonie d'ouverture des JO, le tableau Synchronicité, où on voyait les bâtisseurs de Notre-Dame. Il y a eu aussi un gros focus sur Louis Vuitton et la fabrication des malles. Ça contribue à changer l'image populaire autour des métiers d'art. Et pour être plus encore dans l'actualité, avec la réouverture de Notre-Dame, en ce moment sur France 2, vous avez des capsules vidéo d'1 minute qui présentent des artisans, artisanes, des sculpteurs, des couvreurs, des tailleurs de pierre. Et
Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on a un tailleur de pierre, il a 1 minute pour parler, mais dans ces 1 minute, il réussit à dire qu'il faut que des jeunes reprennent le flambeau pour poursuivre l'œuvre. Voilà. Mes conclusions. Mes conclusions, alors, bien sûr. Les conclusions sont que le secteur du spectacle vivant, aujourd'hui, ne peut plus se reposer uniquement sur son aspect exceptionnel et sur l'attrait que peut représenter une carrière dans la culture, ou même sur des valeurs de service public de la culture qui se perdent un peu, et que tout ça ne suffit plus à attirer. Le management, en s'introduisant dans ces structures, a quand même permis d'apporter un cadre, une structuration, une professionnalisation de ces institutions, mais au détriment parfois de ce qui fait leur spécificité, la création artistique. En fait, dans mon mémoire, je détaille un peu plus combien le lien entre la création artistique et les structures, les personnels qui travaillent dans ces structures, c'est étiolé, et c'est ce qui fait perdre finalement le sens au travail de ces métiers-là, pour diverses raisons que nous n'avons pas le temps d'expliquer. Mais qu'aujourd'hui, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il semble important de réfléchir à inventer des nouveaux modèles de management spécifiques à ces institutions-là, et qui respecteraient les spécificités du secteur. Alors après, il y a des structures qui ont mis en place des choses très intéressantes, qui mettent en avant d'autres valeurs, pas uniquement la valeur artistique, mais d'autres valeurs porteuses de sens, comme l'inclusivité, l'égalité, l'écologie, qui ont des démarches RSE qui irriguent vraiment toute leur politique d'entreprise, qui pensent de nouvelles organisations du travail, avec plus d'horizontalité, qui allie à la fois la verticalité et l'horizontalité, qui vont aussi chercher des profils plus hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont recruter hors du champ de la culture. Je discutais avec un directeur d'une très grosse scène nationale qui avait des difficultés, comme énormément de personnes, à recruter des administrateurs, puisque les administrateurs, c'est un métier très difficile à recruter. Et lui, il me disait que maintenant, il faisait appel à des cabinets de recrutement, et que son administratrice, je sais plus, il l'avait recruté dans le champ de l'université, et que lui, il essayait d'aller voir un petit peu hors culture pour essayer de croiser, hybrider les profils. Et et aussi une des choses qui me paraissent importantes, et alors peut-être que je prêche pour ma paroisse d'artistes, c'est de redonner une vraie place aux artistes au sein de ces maisons, parce que souvent on passe et puis il n'y a pas de place aux artistes, il n'y a pas d'échange entre les équipes et les artistes, et donc de fait le lien se perd et le sens. Et puis ce que je disais, c'était essayer de faire école, en pensant à un mode de management qui serait indigène, et peut-être en modélisant quelque chose. Il faudrait que j'aille un cran plus loin dans ce modèle. Capello, elle modélise l'entreprise culturelle innovante, mais c'était en 98, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc peut-être qu'il faudrait essayer de remodéliser quelque chose. Et puis, il me semble que ce serait intéressant de pousser la réflexion en discutant avec d'autres secteurs du spectacle vivant, les opéras, des orchestres, par exemple, et puis aussi, pourquoi pas, mais certainement avec des acteurs du théâtre privé, et qu'on essaye de réfléchir ensemble à une nouvelle façon de penser l'organisation de ces structures, parce que c'est nécessaire, sinon je pense que...
ne va pas très bien se passer. Et bon, voilà, il y a aussi le poids du contexte austéritaire qui est très important et qui ne tire pas vers le haut. Mais enfin bon, peut-être qu'on peut penser à des solutions pour que les gens aient encore envie de travailler dans la culture. On avait 15 minutes de questions-réponses si vous voulez. Bon, moi alors. Merci pour toutes ces présentations, c'était intéressant. Alors, par qui je peux commencer? Par Alice peut-être? Qui va la trouver. Oui, spontanément, vous avez dit dès le départ, ma conclusion c'est que les jeunes n'ont pas d'image des métiers d'art. Du coup, je me dis, mais pourquoi vous n'avez pas interrogé des jeunes pour arriver à ce type de conclusion? Alors, j'ai pensé aussi à faire du quantitatif. Ou en quali. Oui, ou en quali. Oui, d'aller voir des adolescents plutôt, parce que je pense que même... Non, parce que votre conclusion, c'était les jeunes pensent que. Je disais, pourquoi vous n'avez pas. Ça aurait été plus logique d'aller interroger des jeunes pour se dire ce qu'ils pensent, que de passer par l'intermédiaire des. Et après, je me suis dit que les personnes que j'avais rencontrées étaient en contact très régulier avec les jeunes, puisque c'est eux qui mettent en place ces projets, et donc ils avaient quand même une meilleure connaissance, en tout cas, que moi de la psychologie de l'enfant ou de l'adolescent. Après oui, ça aurait été évidemment quelque chose d'intéressant d'aller à la rencontre de ces jeunes, mais il aurait, comme Tom qui a été dans les cinémas, il aurait fallu que je trouve une cible, je sais pas, aller à l'entrée d'un collège et leur demander. C'est vrai que j'aurais pu aussi faire cette approche, j'ai été un peu aussi dépassée, parce que comme on parlait de la notion du temps, je me suis plutôt concentrée sur oui, les adultes qui gèrent plutôt des programmes à destination de la jeunesse. Non, ce qui est aussi une bonne idée, mais comme vous avez commencé par dire les jeunes pensent que, je me suis tout de suite dit, il ne faut pas interroger les jeunes. Mais dans mon mémoire, je l'ai tourné un peu différemment en disant que les personnes m'ont rapporté que sur les jeunes n'avaient pas d'image. Et d'ailleurs, ils m'ont sorti un chiffre très étonnant, mais qui a été cité par la directrice du comité Colbert, qu'un adolescent à 18 ans a une connaissance de 7 métiers. Alors moi, je trouve ça extrêmement faible, mais... Parce que je pense qu'ils ont une image des métiers d'art. Ou alors, on m'a intéressant, c'est laquelle. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière? On m'a dit l'artisan a la bougie dans son atelier aussi. Ouais, Quand ils en ont une, c'est une image assez passéiste, dépassée, d'évaluer. Après oui, c'était peut-être un peu caricatural de dire qu'ils n'en ont pas du tout, mais quand ils en ont une, c'est pas du tout une image actuelle. S'il vous plaît. Donc alors j'ai une question pour vous. Vous disiez qu'aujourd'hui, effectivement, il est très difficile de trouver des administrateurs pour les structures, en particulier du spectacle vivant, et que les directeurs ou les instances devaient faire appel à des agences de chasseurs de tête, etc. Mais on a aussi un problème économique, c'est que c'est pas les mêmes économies que dans une entreprise du CAC 40. Donc comment on rémunère ces personnes qui ont donc des compétences qui viennent d'ailleurs avec des niveaux, parce qu'on y passe beaucoup de temps dans sa vie à être administrateur. Oui, non mais c'est un problème. Donc quand on a une famille, des amis qu'on a envie de voir, donc comment ça, il y a des propositions par rapport à ça, comment on fait, ou alors, on trouve quelqu'un qui a du cœur simplement. Et que dans la culture, on travaille le week-end et le soir. Non, mais alors ça c'est... Mais c'est vrai que c'est des dynamiques de recrutement. En fait, c'est quelque chose, effectivement, le réel problème, c'est aussi le problème, je ne l'ai pas mentionné là, mais enfin, ça fait partie de mon mémoire, c'est le problème économique, financier, c'est que c'est des métiers, on sait bien, qui ne rapportent pas, et qu'à compétences égales, parce que c'est des gens, c'est comme les directeurs techniques, enfin les deux postes les plus en crise sont les postes d'administrateur et de directeur technique, qui sont des postes qui se sont beaucoup complexifiés ces dernières années. Il y a énormément de responsabilités, et effectivement, pourquoi continuer à aller travailler dans un théâtre où on sera moins bien payé qu'ailleurs, où on aura des horaires un petit peu plus fluctuants qu'ailleurs, plutôt que... Voilà. Alors, dans le cas précis de cette scène nationale dont je parlais, c'est une très grosse scène nationale qui a un budget assez conséquent, et le directeur est en train de repenser tout le modèle économique
en faisant aussi pas mal. Alors il est dans une région assez riche, et donc il fait pas mal appel à du mécénat, etc. Donc il a les moyens de pouvoir recruter aussi des gens. Et alors lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y aura plus une seule personne, il a fait 3 postes pour un poste, enfin, comment dire, l'équivalent du DAF est divisé en 3 postes. Mais sinon, il est certain que... Voilà. Un des leviers, c'est en fait de réorganiser l'organigramme. Absolument. Et de créer des nouveaux postes. Aussi. Ouais, et puis effectivement, ce qui a été, je pense, très violent pour le milieu du spectacle vivant, enfin en tout cas des théâtres, voilà, c'est après le Covid, c'est qu'ils ont été touchés, on a été touchés comme tout le monde, comme tous les autres secteurs d'activité, par cette envie des gens d'avoir un plus grand équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et pendant longtemps, je pense qu'on s'est bercé d'illusions et qu'on a cru qu'on y échapperait parce qu'on a cru que, voilà, comme c'était super de travailler dans la culture, que c'était vachement bien quand même, et ben on échapperait à cette espèce de lame de fond qui est arrivée, mais de fait, les structures ont été aussi touchées par cette recherche d'un nouvel équilibre et de nouvelles aspirations au travail, et qui viennent un petit peu se confronter à certaines réalités de ce que sont aussi travailler dans ces structures-là. Mais ça, c'est tout aussi tout un pan que je développe aussi dans le mémoire, c'est ça, c'est les nouvelles aspirations versus comment dire, une organisation qui parfois va contre ça. Pardon, c'est pas très clair. Merci. Vous êtes, pardon. Je Une dernière question qui concernait, en fait ça concerne au moins 3 d'entre vous, mais c'est parce que Marie-Pierre l'a évoqué, comme vous avez été amené à faire une quantité d'entretiens, et vous parliez d'une approche scientifique, j'avais envie de vous interroger un peu sur comment, en amont, si vous voulez être juste, entre guillemets, avec chacun de vos interlocuteurs, c'est-à-dire avoir votre grille analytique en amont et après laisser bien sûr l'entretien se faire, mais comment vous avez développé vos critères d'entretien, votre grille analytique. Vous avez parlé de bible scientifique plutôt. Enfin, parce que... non, mais c'est un terme qu'on emploie, mais bien sûr. Bien sûr, non, mais alors, il y avait déjà la question du nombre, puisqu'il y a un nombre un peu minimum. En tout cas, ma maîtresse de mémoire m'a demandé d'en avoir au moins 8. Ça commençait à être un chiffre, on va dire, raisonnable. J'en ai eu 10, j'en ai pris que 9 pour des raisons, pour le coup, là, j'ai dû sacrifier une pièce, quoi, parce que j'avais plus le temps de dérocher, en gros, c'était aussi simple que ça, hein, avec un entretien qui s'était fait en plus à moitié en anglais, à moitié en français, enfin bon. Et je pensais pas que ça prendrait autant de temps, j'étais sur les nouvelles technologies, tout le monde était là, waouh, moi j'ai un logiciel qui traduit tout, génial, sauf que, bon, il traduit tout, sauf qu'il faut tout relire, et en fait, voilà, il met aussi les E, les A, les phrases qui se terminent pas, donc voilà, c'est assez diabolique. Et puis après, oui, il y a un processus quand même d'entretien semi-directif, c'est-à-dire on arrive avec un certain nombre d'éléments, alors il faut justifier aussi du choix de ces questions, et du coup, donc Miles et Huberman, je crois, enfin en tout cas c'est un des deux ou l'autre, voilà, vous donne des pistes sur le type de questions qui sont à choisir. Et puis bon, il y a des questions d'introduction pour pouvoir mettre un peu la personne à l'aise en face, pour qu'il soit plus à même à se livrer, et puis ensuite regrouper ces questions sous un certain nombre de thématiques, prévoir des questions de relance aussi, si jamais, mais en gros l'idée c'était de poser les mêmes questions à tous les intervenants. Moi c'était ça qui m'intéressait, c'était d'avoir les regards croisés de gens qui n'étaient pas du tout dans le même secteur et qui allaient me parler de la même chose. Donc un ayant droit qui parle de la valeur, c'est pas la même chose qu'un galeriste qui vous parle de la valeur. Après,
ce que j'ai fait, qui était alors visiblement quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse, mais c'était... Ça passe aussi par ça, dans les trucs qu'il faut pas faire, c'est que moi je me suis entêtée après à essayer de tout faire rentrer dans des cases. Donc après j'ai essayé d'extraire les valeurs dominantes pour les mettre dans des tableaux, puis en refaire des synthèses. Enfin j'ai perdu, je pense, du coup beaucoup de temps, et puis à la fin, voilà, lors de la soutenance, on m'a dit bah, en fait c'était pas la peine quoi, c'est un entretien qualitatif. Donc en fait l'entretien qualitatif par nature il peut pas être quantifié. Donc voilà, je m'étais un peu pris la tête sur ça. Ça me semblait génial, et bon bah voilà, bah, c'était pas génial, mais c'est pas grave. Par contre, ça m'a permis de dégager quand même quand même sur les 9, sur les 8, ça m'a permis de dégager quand même des lignes de force quoi. En me disant bon bah c'est quand même plutôt ça qui se dégage à chaque fois, et de faire ma petite comptabilité quand même, j'étais contente. Finalement, ça m'a permis d'avancer dans le processus. Alors, je suis désolée, c'est hyper frustrant, mais on va devoir continuer au rez-de-chaussée autour de l'apéro, sinon on doit prendre du TP. Donc je pense que vous n'avez pas répondu, mais vous pouvez continuer de rester